Bonjour à tous, c'est une émission spéciale de Domaine public que nous vous proposons aujourd'hui en compagnie de Simone Veil. Simone Veil qui est cette année la présidente des 7e rendez-vous de l'histoire de Blois, des rendez-vous consacrés à la place des femmes dans l'histoire. Simone Veil, bonjour. J'ai envie de vous poser cette première question. Êtes-vous féministe ? Cette question m'a été souvent posée ces jours-ci et j'ai beaucoup étonné certaines de vos consoeurs en disant que depuis très longtemps je me sentais tout à fait féministe. Oui. Alors pas féministe au sens du militantisme parce que je ne suis pas une militante. Je ne suis pas non plus une militante politique. Mes relations avec les partis politiques ont toujours été assez distantes. Je n'aime pas être encadrée. Je veux pouvoir conserver toute ma liberté. Et l'esprit militant, c'est pas. Je crois que j'ai trop d'indépendance, de visions divergentes souvent. Mais je me sens très féministe dans la mesure où je me sens très solidaire des femmes, où c'est une cause qui me tient beaucoup à cœur. Et quand je regarde ma vie, depuis que je suis entrée dans la magistrature, je m'aperçois que j'ai eu beaucoup d'occasions de m'occuper des femmes. Alors je me dis, est-ce que c'est un hasard ou est-ce qu'en définitive, ça n'a pas répondu à une attente de ma part, à une envie de m'en occuper plus particulièrement ? Alors, vous avez mené et gagné beaucoup de combats dans votre vie. Vous avez été déportée à Auschwitz à l'âge de 17 ans. Vous êtes devenue magistrate, donc après des études de droit, ministre de la Santé en 1974. Vous avez fait voter la loi sur l'interruption volontaire de grossesse qui porte votre nom. En 1979, vous avez été élue première femme présidente du Parlement européen. Et en 1993, vous êtes la première femme ministre d'État en France. Vous êtes aujourd'hui membre du Conseil constitutionnel et présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Parmi toutes ces charges que vous avez assumées, est-ce qu'il y en a une qui est plus importante pour vous ? Je dirais qu'aujourd'hui, le Conseil constitutionnel, intellectuellement, et par l'importance qu'ont ces décisions, même si souvent les Françaises et les Français l'ignorent trop, je trouve qu'on reste très réservé, non pas sur le fond des affaires, c'est normal, mais sur notre rôle, c'est tout à fait passionnant. Maintenant, pour le reste, je suis un peu une passionnée dans la vie. Alors tout ce que j'ai fait, je me suis chaque fois passionnée. Je suis restée 7 ans à l'administration pénitentiaire. C'était une tâche lourde, difficile souvent. Les prisons, on parle aujourd'hui des prisons qui sont épouvantables. Il y a beaucoup plus de détenus, donc les conditions de vie sont encore plus pénibles. Mais il y a eu tout de même des prisons neuves qui ont été construites. À l'époque, il y en avait qui étaient moyenâgeuses. C'était épouvantable. Mais c'est vrai qu'ils étaient moins entassés, mais c'était très... Ça me passionnait. Il a fallu vraiment me pousser pour que je quitte, notamment mon mari qui me dit, écoute, moi j'en ai assez d'entendre parler de prison. Quand nous partions en vacances, quelquefois on s'arrêtait pour aller voir une prison où je savais qu'il y avait un problème, parce qu'on n'avait même pas de crédit pour que les magistrats puissent aller inspecter, voir telle ou telle question sur place. Je me souviens comme ça, on allait en Espagne, on s'est arrêté à Nîmes où il y avait une maison centrale dont les conditions étaient déplorables, et j'ai laissé toute la petite famille se promener dans Nîmes pendant que j'allais voir la prison. Pour tout ce qui concernait, je dirais, le droit de la famille, on en était encore très largement au code de Napoléon, qui était un code très machiste et dans lequel le mari avait vraiment tous les droits par rapport à la femme, y compris en ce qui concerne l'autorité vis-à-vis des parents. Le mari était chef de famille et théoriquement, la femme n'avait, sauf en cas de divorce et si elle avait la garde des enfants, la mère n'avait aucun droit précis, c'était le mari qui devait tout décider. Et donc, ça a été complètement rénové. Il y avait un professeur de droit qui était en même temps un sociologue, le professeur Carbonnier, qui était chargé de ces réformes. Nous préparions la documentation, nous préparions aussi toutes les fiches que nous avions faites sur des difficultés qui nous avaient été signalées, l'application du Code civil. Mais en ce qui concerne l'adoption, pour laquelle j'avais siégé, était secrétaire d'une commission de réforme, comme le professeur Carbonnier n'était pas favorable à l'adoption, il trouvait qu'il y avait la tutelle et qu'on n'avait pas changé de famille, que c'était, enfin ça le choquait. J'ai envoyé ma garde des Sceaux, m'a chargé de rédiger le texte. Il m'a dit, écoutez, on est au mois de juin, vous avez 2 mois pour m'apporter un texte sur réformant complètement l'adoption. Pour beaucoup de femmes, vous restez celle qui a légalisé l'IVG. Avant la loi, 300 femmes mouraient en France des suites des avortements clandestins. Aviez-vous imaginé le déferlement de
haine qu'allait susciter ce projet de loi? Je connaissais bien la question parce que j'étais au magistrat et nous en parlions très souvent. Nous en parlions surtout avec nos collègues de la direction criminelle, puisqu'à l'époque c'était le ministère de la Justice qui, dans le cas d'une éventuelle réforme, serait concerné, et c'était vu sous un angle du droit pénal. Alors on leur disait toujours, chaque fois qu'il y avait un nouveau ministre de la Justice, on leur disait: j'espère que vous avez un projet sous le coude et que le ministre va se saisir de ce problème parce que c'est devenu une situation tout à fait insupportable et intolérable. Il y avait eu d'ailleurs à la suite de l'affaire dans laquelle Gisèle Halimi avait fait acquitter une jeune femme, une circulaire au parquet pour leur dire de ne plus poursuivre. Mais il n'empêche que la situation, ce n'était pas seulement une situation pénale, c'était aussi que le fait, le fait que les femmes ne puissent pas n'aient pas le droit d'obtenir une décision leur permettant de se faire avorter, elle le faisait dans des conditions abominables. Je crois que ça, on ne se rend pas compte, même si à partir des années 70, peut-être, il y avait des organisations de femmes spécialement, mais où il y avait des médecins qui acceptaient de le faire, et les conditions, je dirais, sanitaires et les conditions matérielles étaient un peu moins mauvaises, mais c'était un drame. Beaucoup de femmes ignoraient même ces possibilités, ignoraient la possibilité de se rendre à l'étranger, ce qu'elles faisaient de plus en plus, mais c'est toujours la même chose. Quand les femmes sont informées, ce sont celles qui ont souvent la situation la plus privilégiée et celles qui en auraient eu le plus besoin, qui étaient dans une situation de grande précarité, de grande difficulté, dans laquelle, si elles envisageaient un avortement, c'est vraiment parce qu'elles ne pouvaient pas l'assumer, et c'était elles qui étaient soumises à cette barbarie. Le fait d'être une femme dans cette affaire, ça vous a servi ou desservi? Je crois que sur le fond, ça m'a servi beaucoup. Parce que d'abord, si vous voulez, c'est une question dont les femmes parlent beaucoup plus entre elles, qu'elles connaissent mieux. Je crois que toutes les femmes, à un moment quelconque, ont entendu des gens en parler, des amis avoir un problème, et donc on est très sensibilisé sur cette question, même si les gens sont hostiles, ils sont hostiles, mais ils connaissent le problème. C'est un problème que très souvent les hommes ont voulu ignorer, c'est pas leur affaire, c'est une affaire de femmes, c'est une affaire de bonnes femmes. Justement, le fait d'être une femme, ça a aussi déchaîné des haines masculines. Mais en même temps, je pense que, notamment au Parlement, jamais les parlementaires, députés et sénateurs, mais surtout les députés, se seraient déchaînés comme ils l'ont fait. Ils n'auraient pas osé, surtout avec quelqu'un qui n'était pas parlementaire, qui était entré récemment dans la vie politique, ce qui d'ailleurs ne leur avait pas fait plaisir, parce que tous ces parlementaires, ils espèrent toujours devenir ministres, et que quand ils voient quelqu'un qui vraiment n'a aucune raison d'avoir été, de le devenir, qui était magistrat, qui n'était pas dans un parti politique, ils disent, ils ont tout de même consciemment ou inconsciemment, un sentiment de dire qu'est-ce qu'elle vient faire là et on va se la payer. Donc il y a eu beaucoup de ça, et surtout, je dirais, un machisme terrible qui s'est traduit par des grossièretés et des injures qu'on ne peut pas imaginer. Je crois que jamais à l'Assemblée nationale on a tenu des propos pareils. Alors pour se remettre dans le contexte de l'époque et du débat sur l'IVG, je vous propose cet extrait du très beau documentaire de David Teboul qui vous est consacré et qui a été diffusé lors de ces rendez-vous de l'histoire. Le film s'appelle Simone Veil, une histoire française. Comme le disait Montesquieu, la nature des lois humaines est d'être soumise à tous les accidents qui arrivent et de varier à mesure que les volontés des hommes changent. Au contraire, la nature des lois de la religion est de ne varier jamais. Les lois humaines statuent sur le bien, la religion sur le meilleur. Si tant de femmes ont pris le risque d'une lourde condamnation judiciaire, si tant de médecins ont eux aussi bravé la loi et en ont dit publiquement les raisons, c'est à n'en point douter que l'opinion a mesuré l'iniquité d'une législation qui n'a jamais atteint le but qu'elle poursuivait, c'est-à-dire empêcher les avortements. Le premier motif, c'est l'inégalité insupportable des femmes devant une grossesse non désirée. Cette inégalité ressort non seulement des statistiques judiciaires, ce sont toujours des femmes de milieux très modestes qui sont en cause, mais aussi de ce que chacun peut constater aujourd'hui. Pour celles qui peuvent disposer d'une somme suffisante, combien l'angoisse et la solitude sont moins redoutables. Elle dut faire face à des phrases comme celle-ci, je cite, « Vous ouvrez le commerce de la mort, c'est le retour du nazisme » ou encore « Voulez-vous envoyer des enfants au four crématoire ?» Je pense que le fait que ce soit une femme a fait que
on l'a présenté d'une façon que les hommes ne perçoivent peut-être pas toujours totalement, et notamment en insistant sur le fait que pour les femmes, justement, l'avortement, c'était toujours un drame et non pas une question de convenance. J'ai une vie professionnelle depuis longtemps et chaque fois que j'ai travaillé, quel que soit ce que j'ai fait, que ce soit à l'administration pénitentiaire ou ensuite à la direction des affaires civiles quand j'ai travaillé sur des textes, quand j'ai quelque chose à faire, j'aime que ce soit bien fait, selon ce que je pense. Surtout, c'est ce qui me paraît le plus important, c'est de mettre mes idées. Alors, être ministre, c'est une occasion privilégiée de pouvoir réaliser les choses qu'on pense, mais quand on est à un poste, même de magistrat comme je l'étais, que j'ai travaillé sur des projets de loi, mon travail, c'était de convaincre les ministres de mes idées, éventuellement. Je suis arrivée quelques fois, pas toujours, et en tout cas de faire le mieux que je pouvais, ce qui était alors mon travail. Vous est-il arrivé d'avoir peur durant toute cette période d'affrontement autour de la légalisation de l'IVG? Non, pas du tout. Non. Non, la seule chose que je craignais, c'était que le texte ne soit pas adopté. C'était ça qui était important. Mais peur pour moi, non, c'était désagréable pour mes enfants. Parce que même mes petits-enfants, qui étaient jeunes, et pour lequel il y avait un certain ostracisme et pas mal de problèmes quand même. Alors vous avez été la première femme élue présidente du Parlement européen. Lorsque l'on voit les nouveaux entrants, notamment les pays de l'Est, qui sont très réticents à l'égard de l'IVG, sans parler de la Turquie, vous vous dites qu'il y a un risque de retour en arrière ou bien que c'est une chance pour les femmes de ces pays-là, justement? Je crois que c'est une chance pour tous les citoyens d'entrer dans enfin, ils l'ont souhaité. On va le voir avec la façon dont ils adoptent la nouvelle constitution, on verra, mais en tout cas ils ont souhaité entrer dans la communauté, quelquefois avec des majorités plus ou moins grandes, mais c'était un vœu, et ils ont trouvé souvent d'ailleurs qu'on avait plutôt trop tardé à les admettre que d'avoir précipité ou d'avoir fait pression sur eux. Je pense que c'est pour les femmes en général, et sans parler même des pays de l'Est, je crois qu'on n'a pas toujours conscience que dans les années 70, la communauté a fait progresser énormément les droits de la femme, notamment puisqu'elle était plus orientée sur les questions économiques, notamment tout ce qui concerne l'égalité complète, théoriquement du moins, en ce qui concerne les promotions, en ce qui concerne l'éducation, en ce qui concerne les salaires, le droit à la sécurité sociale. Et ce sont des directives européennes qui ont imposé à tous nos pays d'introduire ces directives dans leur législation pour empêcher toute discrimination. Et il faut souligner que la Cour de Luxembourg a été très vigilante et que chaque fois qu'elle est saisie, elle peut être saisie directement, chaque fois qu'elle est saisie, elle sanctionne toute discrimination. Alors c'est vrai que dans la réalité, on le sait très bien, pour les salaires, pour les promotions, il y a tout de même encore, pour les salaires, ça tourne autour souvent de 15% de différence entre les hommes et les femmes, mais il y a toujours un prétexte. Alors on dit que la formation n'est pas la même, mais tout de même, l'Europe a joué un rôle tout à fait considérable dans ce domaine-là. Je dirais que ça a été beaucoup plus dans ce domaine que sur le plan de l'IVG dont vous parlez, puisque par exemple, même parmi les pays qui sont dans l'Union européenne, comme l'Irlande depuis 1972-73, comme le Portugal plus récemment, il n'y a toujours pas de loi sur l'IVG. Alors c'est en instance, je crois que c'est à une ou deux voix près au Parlement portugais. Pour l'Irlande, il n'en est pas du tout question pour l'instant. Mais tout de même, il y a eu, à travers les règles sur la libre circulation, une obligation pour l'Irlande de respecter certaines règles européennes de libre circulation, ce qui a permis à une jeune fille, il y a déjà plus d'une quinzaine d'années au moins, de se rendre en Angleterre pour pouvoir avoir une IVG parce qu'elle ne pouvait pas le faire en Irlande. Mais ce qui est le droit personnel reste encore tout de même très dans l'orbite des droits nationaux. Alors, Mais il y a une contagion, il y a un discours, il y a eu une commission des droits de la femme qui a été mise en place au Parlement européen, qui a joué un rôle très important. J'avais beaucoup soutenu cette demande lorsque je suis devenue présidente du Parlement européen en 1979, et c'est Yvette Roudy qui en a été la première présidente. Je crois que là aussi, c'est une commission qui entraîne
des choses qui attirent l'attention de la Commission, des États, sur les réformes qu'il faut faire. Alors avec les pays de l'Est, il faut être très vigilant parce que j'ai entendu dire que la nouvelle présidente justement de la Commission des droits de la femme avait, elle, au contraire, des idées très, très conservatrices. Et donc, je crois qu'il faut être très vigilant pour ne pas que ce soit eux qui nous entraînent vers des positions qui seraient qui nous ramèneraient plutôt dans une ligne très traditionnelle. Alors, vous avez été également une des pionnières en matière de carrière politique. Quels obstacles avez-vous dû surmonter ? Le regard des hommes? Écoutez, je parle de discrimination à l'encontre des femmes, je vous dis que je suis féministe, et pourtant personnellement, c'est le fait d'être une femme qui a fait que je suis entrée au gouvernement. Pendant sa campagne électorale, Valéry Giscard d'Estaing avait pris l'engagement qu'il prendrait des femmes dans son gouvernement, et j'ai été la première à en bénéficier, que les autres avec moi, mais la seule qui était ministre plein, et comme ministre de la Santé. Donc je peux dire que ça a été le fait du prince, mais un fait du prince qui voulait justement donner un rôle aux femmes. Certains ont dit que c'était pour des raisons électoralistes, qu'il avait promis ça. Je crois que chez lui, c'était vraiment un sentiment très profond. Avez-vous le sentiment d'être un alibi? Alors j'ai souvent dit que j'étais un alibi parce que j'ai été nommée pour qu'il y en ait, si vous voulez. Alors, bon, il savait que j'avais une expérience du Parlement comme magistrat. J'avais très souvent accompagné les ministres de la Justice, que je m'intéressais à un certain nombre de sujets qui devaient être traités par le ministère de la Santé. Puisque je m'étais occupée notamment du statut des malades mentaux, de l'adoption qui dépendait à la fois du ministère de la Santé et du ministère de la Justice. Mais alors, quelquefois, je dis je suis une femme alibi. En réalité, je ne crois pas avoir été un alibi, et dans son esprit, je n'en étais pas ça. Parce que je crois vraiment que pour lui, les femmes apportaient quelque chose de plus qui manquait à la politique, un regard nouveau, non seulement un regard, mais des aspirations différentes, une créativité. Et il avait très envie de donner un côté plus moderne, plus ouvert à son septennat, ce qu'il a d'ailleurs fait aussi à ce moment-là en rénovant la loi sur le divorce, en faisant la majorité à 18 ans au lieu de 21 ans. Et donc ça s'inscrit dans ce qu'il a souhaité faire. Quelquefois ensuite, il n'a peut-être pas pu aller au bout, mais des réformes qu'il a faites la première année de son septennat et auxquelles il croyait vraiment. Et je ne l'ai jamais vu exprimer des regrets de l'avoir fait ou même d'avoir douté que c'était une bonne orientation. Alors, puisque je parle des femmes dans la vie politique et je parle d'alibi, je dirais que c'est vraiment un combat je disais que j'étais féministe, c'est vraiment un combat qu'il faut mener, parce que la France a un retard, heureusement qu'il y a eu ça. Justement, il faut bien dire qu'aujourd'hui, la proportion de femmes politiques en France reste de très loin inférieure à celle des hommes, et ce, malgré la loi sur la parité. Dans notre pays, les droits les plus élémentaires ont été acquis tardivement. Voici un petit rappel de ce qu'ont été les victoires des femmes au XXe siècle. Elles veulent voter, décider de leur avenir et de celui de leurs enfants. Il faudra attendre 1944 et une ordonnance du général de Gaulle pour que les femmes françaises obtiennent ce droit élémentaire après la majorité des autres pays européens. En ce qui concerne la présence des femmes dans les institutions politiques, la France est historiquement en retard. L'une des explications majeures historiques, c'est que la France est un pays de tradition catholique, et qu'on constate que tous les pays de tradition catholique ont été particulièrement en retard dans la réception des femmes dans la vie politique. Il y a d'autres facteurs qui sont surprenants. Pendant très, très longtemps, tout au long du 19e et du 20e siècle, la gauche a été très réticente vis-à-vis de la représentation des femmes. Pourquoi? Parce que justement les femmes étaient réputées être plus proches du curé, de l'Église, et donc votaient à droite. Le XXe siècle est décidément celui des grands combats féministes. Le droit de vote, mais aussi le droit à l'éducation, au travail, la mixité, le contrôle de son corps, autant de victoires qui sont venues bouleverser les mentalités. On a conquis plus de droits en 30 ans qu'en 2000 ans. Hein. Je ne vous raconterai pas ma vie avant le MLF, ma grossesse,
le fait que quand je me suis mariée, je n'avais pas le droit d'ouvrir un compte en banque alors que j'avais déjà un compte parce que j'étais professeur, enfin, je ne vais pas vous dire, un compte postal, mais pas de compte bancaire. Enfin. Mais ces droits, il faut qu'ils soient appliqués, il faut qu'ils soient respectés. C'est une première chose. Par rapport à la Convention de l'ONU qu'on a ratifiée contre les violences envers les femmes, il y a encore deux choses qui manquent en France. La loi pour la transmission du patronyme, qui est très importante, et puis, surtout, une loi, je ne dirais pas antisexiste, je n'aime pas cette expression, mais une loi contre les violences, ce que vient de faire Zapatero en Espagne. Dans le hall de la porte de Versailles, 600 jeunes filles démontrent sur un matériel dernier cri l'inégalité de la lutte entre peau de fer et fer à repasser. Si le concours de fédulogie n'existe plus, les disparités hommes-femmes, elles, subsistent. Inégalité de salaire, contrainte de la vie familiale, les femmes ne sont pas au bout de leur conquête. Il reste énormément de combats à mener pour les femmes à l'intérieur des institutions. Et quand je dis institutions, je dis les partis, parce que ça commence au sein des partis pour la désignation des postes, des candidatures. Les lois sur la parité, la loi sur la parité qui a été votée en 2000 est une loi qui, sur le principe, est tout à fait positive, mais on sait bien que la désignation des candidats est toujours favorable aux hommes, que ce qu'on appelait les mauvaises circonscriptions, en général, elles sont attribuées plutôt aux femmes. Et toutes les femmes politiques vous diront que c'est encore très dur pour elles de se faire une place au soleil. Au sein de la communauté européenne, la France est aujourd'hui à l'avant-dernier rang pour la représentation des femmes dans les institutions politiques. Pour vous, Simone Veil, la loi sur la parité votée en l'an 2000 est-elle suffisante ? Je crois que c'était un progrès, puisque déjà on voit ça avec les élections sénatoriales. Et d'ailleurs, en dépit des efforts de certains sénateurs de faire des listes de dissidentes, ce qui permettait d'avoir un seul élu, qui était un homme, et de ne pas avoir deux élus, où obligatoirement ils auraient dû prendre une femme pour toutes les listes qui sont, enfin pour les départements où il y a un scrutin, les régions, il y a un scrutin par liste. Donc ça n'a eu qu'un effet limité tout de même. Tout de même, aux élections municipales, aux élections régionales, il y a eu tout de même beaucoup de femmes qui ont donc qui ont eu du succès, qui sont devenues maires, qui occupent des fonctions, et ça fait progresser les choses. On peut regretter que lorsque des quotas avaient été proposés, la loi a été censurée à l'époque par le Conseil constitutionnel, qu'il ait fallu changer la Constitution pour pouvoir progresser. Je sais bien que ça a choqué beaucoup de gens qu'il y ait la parité, mais il y a des moments où quand les choses sont aussi bloquées, or la France est lanterne rouge, elle le reste d'ailleurs presque encore. En ce qui concerne la vie politique, il y a beaucoup moins de femmes qui siègent au Parlement ou qui ont des fonctions politiques, qui sont ministres, que dans la plupart des autres pays européens. Alors, je crois qu'il y avait un effort à faire qui était indispensable. C'était d'ailleurs suite à un vœu qu'avaient voté les parlementaires européens. Enfin, il y avait des partis, il y avait des mouvements de femmes que Choisir et d'autres qui depuis longtemps militaient pour qu'on prenne des mesures qui obligent à avoir des femmes dans la vie politique. Mais aussi, c'est une des questions dont et la Commission de Bruxelles et le Parlement européen s'étaient préoccupés. Et c'est à la suite de l'affaire des Jupettes que nous avons fait ce groupe de 10 femmes qui a complété le travail qui s'est au fond inscrit dans ce qui avait été fait par des associations pour faire un manifeste pour la parité. Quels sont pour vous les combats de femmes à mener maintenant, les combats de demain ? Il y en a beaucoup. Sur quel plan ? Il y en a beaucoup. D'abord, le premier combat, c'est de faire en sorte que les textes qui existent soient appliqués. Alors, j'ai parlé de la parité. Il y a évidemment certaines déviations qu'il est impossible d'éviter, mais il faut convaincre qu'il faut respecter l'esprit de la loi. De même d'ailleurs qu'un certain nombre de partis, plutôt que de respecter l'équilibre qui a été demandé, préfèrent, je dirais, tous les grands partis,
préfèrent payer une sorte d'amende, enfin, que d'avoir à respecter le principe de la parité. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire aussi dans le quotidien, justement, mais pour aider les alors, femmes à prendre des responsabilités? Mais il y a surtout, mais il y a tout le quotidien dans lequel il y a des textes qui existent et dans lesquels ces textes ne sont pas respectés, et notamment en ce qui concerne le travail, l'égalité dans le travail. C'est là qu'il y a le plus grand effort à faire. Il vient d'être fait, d'ailleurs il y a eu un accord récemment entre les syndicats et le gouvernement pour accepter certaines mesures, je dirais, d'action positive, pour ne pas employer le mot discrimination positive, mais pour faire en sorte qu'on soit attentif à ce que les femmes qui remplissent les conditions et qui très souvent ne sont pas choisies pour certains postes le soient, pour leur permettre aussi d'accéder à des équivalences, de favoriser leurs expériences pour qu'elles puissent vraiment avoir la place qui leur revient dans la vie du travail, être attentif aussi à ce que les salaires soient les mêmes et qu'elles ne soient pas discriminées. C'est pour elles particulièrement grave. Mais je dirais que sur le plan de la vie personnelle, l'organisation de la vie, qui fait que ce sont aujourd'hui les femmes sur lesquelles repose au fond une double activité, celle de s'occuper des enfants dans les tâches domestiques et l'activité professionnelle. Les hommes ont fait des progrès très gros. Moi, quand je compare les générations, il y a une grande différence déjà entre mon mari et mes enfants, puis entre mes enfants et mes petits-enfants, qui s'occupent beaucoup plus des bébés, même petits, puis de conduire les enfants en classe. Mais tout de même, on sait très bien, il y a eu des enquêtes de sociologues pour découvrir que 80% des tâches domestiques étaient encore faites par les hommes, simplement, par les femmes, pardon. Simplement, quand on regarde autour de soi, qu'on demande un peu aux femmes avec lesquelles on travaille, autres, c'est encore le cas pour la plupart. Donc ce sont des tâches très lourdes, et d'ailleurs quand on interroge les gens sur les 35 heures et sur l'utilisation de leur temps ainsi libre, les femmes elles sont contentes elles ont besoin d'avoir un peu plus de temps pour la maison, pendant que les hommes, eux, ont acquis plus de liberté. Alors, je voudrais savoir quel regard vous portez sur les mouvements féministes d'aujourd'hui. Pour certaines, comme par exemple l'écrivain Elisabeth Badinter, les féministes d'aujourd'hui sont coupables de vouloir instaurer un nouvel ordre moral. Est-ce que c'est aussi votre avis? Pas du tout. Pas du tout. Je ne trouve pas du tout. Je pense que ce qu'Elisabeth Badinter dénonce par ses propos, c'est qu'elle trouve que les femmes se plaignent tout le temps, cherchent à culpabiliser les hommes et ne se sont pas inscrites suffisamment dans l'idée que ce qui était important, c'était l'égalité des droits, d'y faire leur place complètement, que ça dépendait d'elles et d'assumer au fond cette égalité. Moi personnellement, et quand j'ai regardé d'ailleurs même des discours que j'ai prononcés, j'ai retrouvé un grand article que j'avais fait sur les droits de la femme en 1972, donc avant d'être au gouvernement, j'étais magistrat à l'époque, et je parle du féminisme et je dis que pour moi les femmes sont avant tout, elles doivent avoir les mêmes droits, mais qu'elles sont différentes, et qu'elles doivent, un des droits fondamentaux auxquelles elles devraient accéder, c'est de pouvoir être elles-mêmes, c'est-à-dire de ne pas être simplement calquées sur ce que font les hommes. Parce que comme pendant des générations, on peut dire pas seulement des générations, depuis qu'on fait des lois ou que depuis qu'on a un État, c'est-à-dire des siècles, et que la société est organisée, elle a été faite par les hommes, quasi exclusivement, sans se soucier de savoir quelles étaient les aspirations des femmes, quelles étaient leurs capacités, quels étaient leurs soucis, leurs préoccupations, ce qui comptait pour elles. Et donc, à cette société qui a été vraiment complètement façonnée par les hommes, les femmes peuvent dire aujourd'hui, eh ben moi, c'est pas exactement ce que j'aurais souhaité, c'est pas exactement ce que je veux, j'ai d'autres aspirations. Nous sommes les unes et les autres, peut-être parce que l'histoire, au cours des siècles, nous sommes fait différentes, mais je crois qu'on est fondamentalement différentes, et que d'ailleurs, c'est une richesse de la société, d'avoir à la fois des hommes et des femmes qui se complètent, qui ont une vision différente des choses dans la vie, de ce qui est important. Moi, je suis frappée très souvent quand on se retrouve un groupe entre amis, un week-end ou autre, eh bien, on s'aperçoit que même si hommes et femmes parlent ensemble, un moment, eh bien, il y a un moment aussi où les femmes sont contentes de se retrouver ensemble. Et il ne faut pas se tromper. Si on regarde la conversation des femmes et la conversation des hommes, eh bien, quelquefois, et même souvent, la conversation des femmes sera sur des sujets beaucoup plus importants, en définitive, que celle des hommes. Les hommes, ils parleront business, ils parleront politique. Les femmes, elles parleront de sujets qui sont la vie.
qui sont la réalité des choses, ce qu'elles souhaiteraient y voir, ce qui est important dans leur vie. Est-ce que c'est l'humanité, la religion, le pays, quel sens elles veulent donner à leur vie. Simone Veil, je vous remercie. Voilà, c'était Domaine public avec Simone Veil à l'occasion des 7e rendez-vous de l'histoire de Blois consacré à la femme. Excellent après-midi à tous.